Nombre de gens qui nous regardent n'ont pas conscience que nous avons besoin de financement citoyen. Nous ne dépendons que de vous, alors pour nous soutenir, rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. Notre survie en dépend. Et tout de suite, un nouveau numéro de Tout peut arriver. Thierry Gadot, écoute, je suis content que tu sois là parce que je t'ai invité en lisant Le Canard enchaîné la semaine dernière avec ce titre qui, moi, m'a complètement affolé. Enfin, et je ne suis pas le seul. Parce que souvent, dans la presse, tu as des choses comme ça, tu as des infos, tu te dis, mais si c'est vrai, mais il faut fuir, quoi, faut quitter ce pays. Donc le titre, c'était « 44 vieilles cuves qui menacent la moitié du parc nucléaire français ». Ces réacteurs tiendront-ils 10 ans de plus? Les gendarmes de l'atome ont comme un doute. Et là-dessus est venu le tremblement de terre de cette autre centrale. Et je me suis dit, mais qui inviter pour parler de ces questions du nucléaire? Sinon, mon copain et le meilleur spécialiste, à mon sens, chaque fois que je te vois intervenir là-dessus, je connais tes bouquins, du nucléaire en France, c'est-à-dire toi, quoi. Et donc, comment tu as réagi quand tu as vu le papier du Canard? D'abord, j'ai lu le papier du Canard. Ensuite, j'ai lu la note de l'IRSN. Donc, c'est le bras technique, le bureau technique de l'ASN, de l'Autorité de sûreté nucléaire. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'interprétation qu'en fait le Canard. C'est-à-dire, on sait qu'il y a une dizaine de cuves, très exactement, qui sont dans un état assez délabré. Donc la cuve, c'est le récipient qui permet de faire la réaction nucléaire, qui fait chauffer l'eau, qui permet ensuite de produire l'électricité. Donc ces cuves ne peuvent pas être changées parce qu'elles sont très radioactives. Et on sait, moi pour avoir eu les rapports d'EDF jusqu'à 35 ans... Je vais te couper quand je ne comprends pas, donc tu m'excuses. Ça veut dire que si on ne peut pas les changer... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut laisser avec un risque quand même assez inouï Je vais reprendre au tout début. Quand on construit le parc nucléaire, on le construit, évidemment, il faut dimensionner les équipements, savoir quelle doit être la taille de la cuve, la taille des équipements, la taille des enceintes, etc. Et donc, à partir de là, l'un des critères, notamment, c'est de savoir combien d'années d'exploitation. Donc, on décide 40 ans pour avoir une marge, parce qu'en fait, à l'époque, on imaginait faire fonctionner les réacteurs nucléaires entre 25 et 35 ans. Donc, on se dit, si on prend une marge de 5 ans supplémentaires, c'est bon, on n'aura aucun risque d'accident. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on arrive aux 40 ans. Et EDF qui est en faillite financière, impose ou cherche à imposer une prolongation du parc nucléaire et donc aller au-delà à 50, voire même 60 ans. Donc la question se pose, est-ce que les cuves qui ont été faites pour durer en toute sûreté pendant 40 ans peuvent être prolongées ? Quand on prend les rapports d'EDF à l'issue, alors les rapports les plus récents que je connais, c'est ceux qui ont été faits à 35 ans, pour les centrales qui avaient atteint cet âge-là, ou les prévisions à 35 ans puis à 40 ans. On a 10 cuves, clairement, qui sont identifiées comme pouvant ou ayant plutôt des fragilités qui peuvent remettre en cause la sûreté au-delà de 40 ans. Le rapport auquel que s'est procuré le Canard enchaîné estime, en fait, ils préparent donc la prolongation du parc nucléaire et ils disent que les éléments qu'ils ont aujourd'hui sur l'état donc de ces 44 cuves n'est pas suffisant pour dire si elles peuvent toutes être prolongées ou pas. Quand on lit le rapport, on voit que quelque part, ils entérinent la prolongation de la cuve de Tricastin. C'est la première centrale nucléaire. La plus vieille. C'est pas la plus vieille, mais c'est la première qui passe les 40 ans, enfin, qui va être autorisée à être fonctionner. C'est plus ancien. Fessenheim va être arrêté. Tout à fait. Il y a Fessenheim d'abord, il y a le budget ensuite, et après, il y a Tricastin. Mais bon, il se trouve que, comme on a pris beaucoup de retard dans l'examen des centrales nucléaires, l'ASN a décidé d'aller à Tricastin 1, parce que c'est une cuve particulièrement fragile. Mais dans le rapport donc, de l'IRSN, la façon dont il est rédigé donne l'impression que l'IRSN a déjà validé l'extension de 10 ans supplémentaires de Tricastin 1. Alors moi, les éléments qu'on a publiés avec Hugues dans le bouquin, dans notre livre « Nucléaire, danger immédiat », c'est que cette cuve est extrêmement fragile et atteint déjà les limites de sûreté. Donc, moi, je suis donc
aussi inquiets que le canard, mais pour une autre raison. Et je trouve que après, leur conclusion qu'ils en tirent sur les autres cuves est un peu exagérée, parce que c'est plus un défaut d'information de l'IRSN qui leur fait dire qu'ils sont incapables de dire si on peut continuer ou pas, plutôt que de dire qu'il y a un vrai problème technique sur ces cuves-là. Si toi, on te donnait le choix d'habiter en France à côté d'une centrale nucléaire, laquelle il faut éviter? Aucune. C'est-à-dire, tu voudrais habiter... Ah non, moi je vais dans les Pyrénées. Non, mais sérieusement. Non. Sur le parc, il y a combien de centrales nucléaires en France? Et donc on a 58 réacteurs répartis dans 19 centrales nucléaires. C'est essentiellement la vallée du Rhône, la vallée de la Loire, la Moselle, la Moselle, oui. Donc on en a un peu dans l'Est, Cattenom, Chaux et puis Fessenheim. Et puis les autres sont en Normandie, sur la côte. Toi qui connais bien ces centrales, qui connais leur âge, qui connais bien l'histoire interne d'EDF. Aucune. Aucune quoi? Aucune. Je n'habiterai à côté d'aucune. Il y a un réel danger. Il y a un réel danger qui est évident, puisque donc une centrale nucléaire, pour fonctionner, a besoin d'uranium, d'un combustible nucléaire, qui est l'uranium, et puis il y a un deuxième combustible qui s'appelle le MOX, qui est un mélange uranium-plutonium. Évidemment, on utilise pendant 12 mois ou 18 mois ce carburant nucléaire, et puis au bout d'un moment, il faut le sortir parce qu'il s'use. Et donc, on le met dans une piscine qu'on appelle une piscine de désactivation pour le faire refroidir avant de pouvoir le transporter à La Hague. Donc, la période de refroidissement, c'est entre 4 et 7 ans. Ces piscines sont installées dans des bâtiments, un bâtiment piscine, qui est extérieur au bâtiment du réacteur nucléaire. Le bâtiment réacteur nucléaire est plutôt bunkérisé par rapport aux risques naturels. Ce n'est pas du tout le cas du bâtiment piscine. Greenpeace a fait la démonstration régulièrement, et la dernière fois c'était il y a 3 ans à Cattenom, en tirant un feu d'artifice au pied du bâtiment piscine d'un des réacteurs, qu'on pouvait atteindre ces bâtiments piscines, donc détruire les piscines. Et si on détruit les piscines, on provoque un feu nucléaire, un feu de combustible. Ça c'est en cas d'attaque terroriste ou en cas de secousse sismique, c'est les deux seules choses qui peuvent atteindre les piscines. C'est en cas d'attaque terroriste, mais aujourd'hui en France, on ne peut pas exclure un risque terroriste. Je crois qu'on a eu quelques attaques, on a eu aussi un incident du côté de Lyon avec un salarié qui a essayé d'attaquer sa centrale, pas sa centrale, mais une installation chimique. Le risque terroriste est avéré. Il est extrêmement facile de se procurer les plans des piscines, je les ai, et de savoir exactement où frapper. Quand on voit, alors je ne vais pas donner le nom de centrale pour ne pas donner des idées à des gens un peu malades, mais quand on fait le tour du parc nucléaire, on voit très bien quelles sont les centrales, quelles sont les piscines qui sont facilement atteignables avec un lance-missile portable qu'on peut abandonner sur place en toute garantie, c'est-à-dire sans intervention de la gendarmerie et de la police sur place. Avec un lance-missile, tu fais péter quelques centrales, quoi. Enfin, il y en a qui peuvent résister, d'autres pas ou... Non, en dehors des piscines de la piscine prévue pour l'EPR de Flamanville, qui est dans le bâtiment réacteur et donc dans une coque complètement bunkérisée, les piscines aujourd'hui du parc en exploitation ne sont pas protégées et peuvent être détruites de l'extérieur assez facilement. Et ça, c'est un vrai risque. Je pense que, d'ailleurs, le Luxembourg s'est encore une fois inquiété de l'état de Cattenom, a une nouvelle fois pointé du doigt le problème de sûreté et de sécurité des piscines des réacteurs de Cattenom. Donc, c'est un vrai risque. Alors, le risque d'une attaque terroriste est souvent évoqué, mais là, avec le tremblement de terre qu'il y a eu à Saint-Lô... À Cruas, oui. Et qui a frappé aussi Tricastin.
Et est-ce que tu as des informations sur les conséquences qui ne seraient pas sorties dans la presse? Parce qu'il y a des rumeurs sur Internet, mais je n'ai pas pu vérifier. Alors déjà, il faut se méfier des rumeurs sur Internet. Oui, je sais, c'est pour ça que c'est pas des rumeurs. Oui. Alors, quand le tremblement de terre a eu lieu, il y a eu beaucoup d'émotions et des propos un peu hâtifs qui ont été prononcés sur les conséquences potentiel du séisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, la centrale la plus proche de l'épicentre, c'est Cruas. Cruas a une spécificité, c'est la seule centrale qui est bâtie avec des normes antisismiques, donc avec les bâtiments réacteurs qui reposent sur des coussins antisismiques. Et donc l'effet immédiat du tremblement de terre était quand même moindre que la magnitude à l'épicentre. Donc en fait, a priori, il n'y a pas eu d'effet significatif sur les centrales nucléaires, en tout cas pas à Tricastin qui était beaucoup plus éloigné, et à Cruas. On attend aujourd'hui le rapport d'inspection d'EDF qui doit être soumis à l'ASN pour pouvoir démarrer les réacteurs. Mais a priori, encore une fois a priori, l'intensité de l'onde de choc qui a frappé Cruas était très inférieure aux normes de construction sismique qui avaient été retenues pour la centrale. Donc a priori, il ne devrait y avoir pas de conséquences. Maintenant, on sait que au cours des 5-6 dernières années, EDF a découvert très tardivement des gros problèmes de tenue au séisme sur un certain nombre d'équipements vitaux. Donc, est-ce qu'ils avaient tout découvert ou pas? On le saura bientôt. Donc ça, c'est déjà un peu flippant. Mais ce qu'on découvre avec ce rapport qu'on peut interpréter de manière différente, c'est que au-delà d'une attaque terroriste ou d'un problème sismique ou tellurique, il y a un risque qui, moi, à la lecture de ces papiers, m'apparaît évident, qui est un risque de vieillissement des centrales, de fissurage. Ce risque-là est évident. Et aujourd'hui, c'est celui que tu dénonces depuis. C'est celui qu'on dénonce et qui était le cœur de notre livre avec Hugues, dans lequel on donne accès à un certain nombre de rapports internes d'EDF. Et tu dis 2 Français sur 3 vivent à moins de 75 km d'une centrale nucléaire. Alors que la menace d'un accident grave n'a jamais été aussi forte. Tu as écrit ça en quelle année, ça? Ça a été publié en février 2018. D'accord. Et donc, c'est clair qu'aller au-delà des 40 ans, pour le Bugey, pour Tricastin, pour Saint-Laurent-des-Eaux, c'est commencer à prendre des risques sérieux avec la sûreté nucléaire. Et on rentre, encore une fois, dans une ère où on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, c'est extrêmement inquiétant. Alors, la politique énergétique de la France, et on va dire son équilibre économique repose beaucoup sur le tout nucléaire, contrairement aux Allemands, contrairement à un certain nombre d'autres pays, et sur l'EPR. Donc on voit que... Alors, est-ce que tu peux déjà expliquer la différence entre une centrale nucléaire et l'EPR et pourquoi on nous a autant menti sur le coût de cette EPR qui quand même coûte, je ne sais plus, 4 ou 5 fois ce qui était prévu. On est à 15 milliards. 4 fois. On est à 12,4 milliards, mais c'est certainement... À Flamanville. Oui, c'est certainement en Angleterre, c'est encore plus, non? Oui, mais c'est 2 centrales, c'est 2 réacteurs. Donc, alors, explique. Alors, les réacteurs en exploitation en France et l'EPR, en fait, c'est le même réacteur. C'est la même technologie, ça s'appelle les réacteurs à eau pressurisée. La différence, c'est que nous, les réacteurs qu'on exploite aujourd'hui, c'est des réacteurs qui vont d'une puissance de 900 à 1400 mégawatts. Et l'EPR, ça sera une puissance de 1600 mégawatts, qui peut être augmenté d'ailleurs, parce qu'en Chine, c'est plus puissant. Donc, c'est la même technologie, c'est simplement des réacteurs plus gros et qui ont quelques éléments de sûreté supplémentaires par rapport aux réacteurs en exploitation. Mais ils ont, évidemment, comme ils sont plus gros, et qu'il y a des redondances de sûreté, de systèmes de sûreté, ils sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus longs à construire. Et ça a été le problème d'EDF, c'est qu'EDF n'avait pas mesuré. D'abord,
On peut s'interroger sur la compétence des dirigeants d'EDF qui ont pris la décision de construire l'EPR. C'était Proglio Non, c'était à l'époque, c'était... Alors, le projet a été plus ou moins lancé sous François Rouxly, mais c'est Gadonex, qui est le prédécesseur de Proglio, qui a entériné et lancé et mis en route le chantier en 2007. Pour comprendre pourquoi on arrive au départ à une facture de 3,5 milliards et un réacteur construit en 5 ans pour finalement arriver à 15 ans de construction sans qu'il soit terminé. Il sera terminé quand d'ailleurs? Au plus tôt, fin de 2022. Pour un coût aujourd'hui estimé à 12,4 milliards, mais on sait que le problème, c'est qu'il y a 8 soudures sur un réseau vapeur à refaire qui sont défectueuses. C'est extrêmement complexe de les refaire. Et moi, d'après les informations que j'ai, l'IRSN, donc toujours le bureau technique de l'ASN, est très sceptique sur la capacité d'EDF à faire cette réparation. En gros, ils vont couper le tuyau, ils vont faire passer un robot qui doit refaire les soudures. Mais pour refaire les soudures, il faut d'abord défaire les mauvaises soudures. Et quand on défait une soudure entre 2 tuyaux, les 2 tuyaux ne sont plus alignés. Donc comment on fait pour réaligner les tuyaux et permettre au robot de refaire la soudure? Pourquoi c'est des robots? Parce que EDF pensait que c'était la solution la moins chère. Et donc l'autre solution, c'est en fait de démonter comme les tuyaux. Ils ont fabriqué des robots exprès pour faire ces soudures. Oui, sauf qu'il faut pouvoir avoir les 2 tuyaux, les 2 parties de tuyaux alignées. Et quand on défait une soudure, forcément l'alignement saute. Alors du moment où l'alignement saute, comment on fait pour... Ça fait quelle taille un tuyau comme ça? J'ai pas les dimensions. On ne refabrique pas entièrement un tuyau. Parce que dans ce cas-là, faut déconstruire, il faut casser une partie de l'enceinte. Ah, putain. Et donc, parce que c'est effectivement l'autre solution, c'est d'enlever complètement le tuyau, de refaire les soudures en atelier et de reposer le tout. Mais pour ça, il faut casser une partie de l'enceinte, de la double enceinte. Est-ce qu'on n'est pas dans une histoire qui devient vraiment délirante, là? C'est un peu les Shadok pompés, c'est Pérubus, c'est Kafka, c'est tout ça en même temps. Mais c'est normal, c'est le déni de réalité des ingénieurs d'EDF. Explique ça. Ce problème, ils le connaissent depuis 2015. Et ils n'ont rien fait. Alors, pour le coup, je suis en train de faire une enquête sur Flamanville. Donc j'ai eu accès à des salariés d'EDF comme de la sous-traitance qui mettent clairement en cause la hiérarchie intermédiaire sur le chantier qui a bloqué les remontées d'informations à la direction générale pour ne pas être mal noté. Il n'y a pas d'autorité de contrôle, enfin Non, parce que la désorganisation d'EDF a atteint un tel niveau, et en plus elle est très ancienne, qui fait que, en fait, ça repose... t'es ingénieur, je suis ingénieur, on a confiance. On sort souvent des mêmes écoles. Voilà, c'est cette attitude, cette arrogance, cet orgueil des ingénieurs qui ne veulent pas reconnaître qu'ils ont fait des conneries. Mais on a connu ça dans d'autres industries, hein, dans l'aéronautique chez Airbus avec la 380, toujours dans l'aéronautique avec le Concorde. Tu as aussi écrit ce livre, EDF, la bombe à retardement. Moi, je suis un fils d'électricien, et donc je connais EDF par mon père et tout ça. Mais en tout cas, quand j'étais enfant, même plus tard, il y avait, ce que je connais d'EDF, c'est quand même le sérieux de la boîte, une des fiertés du service public. Enfin, jusque dans les années, on va dire, je m'avance un peu, 80, 85, j'ai l'impression que ça marchait plutôt bien. Il y avait une rigueur, il y avait des PDG qui assuraient, des hauts fonctionnaires d'État. Et puis, comment tu analyses historiquement la dérive et parce que là, les médias en parlent pas suffisamment, mais la folie qui s'empare de cette entreprise publique. Quand on remonte dans le temps, en fait, c'est une entreprise qui a très bien fonctionné, qui était très bien organisée jusqu'à la fin des années 1980. Il y a une première décision à la fin des années 80, donc ils commencent à mettre en route le parc nucléaire, et puis il y a un certain nombre d'incidences dues à des maintenances mal faites, mal surveillées, et la première conclusion qu'ils tirent de ça, c'est qu'il faut beaucoup de monde pour faire la maintenance, et donc, comme c'est pas possible d'embaucher, ils vont tout sous-traiter. Et à partir de ce moment-là,
toute la compétence et le savoir-faire industriel d'EDF est abandonné. On passe d'une société d'État nationalisée au début de la libéralisation de l'énergie. Pas encore à cette époque-là. Là, c'est vraiment un problème, le cœur du problème industriel. Pourquoi ils sous-traitent? Parce que ça coûte trop cher d'embaucher. En gros, il aurait fallu embaucher 20 ou 30 000 salariés pour pouvoir faire la maintenance des centrales nucléaires en plus. Donc, embaucher au statut d'électricien, c'est quelque chose, c'est pas un statut... ils sont protégés. Hein. Voilà, donc avec un certain nombre d'avantages sociaux dont on peut que se satisfaire, mais la facture faisait flamber le prix de l'électricité. Et donc, ils décident, ils préfèrent de se dire, on va faire appel à la sous-traitance, comme ça, on va pouvoir casser les prix de la maintenance et faire en sorte que la maintenance ne nous coûte pas trop cher. Mais en faisant cela, ils ont perdu tout le savoir-faire industriel. Et puis par ailleurs, la sous-traitance est très mal formée, a des statuts juste ahurissants, parce que certains sont au Syntec, donc l'ingénierie, d'autres sont sur de la logistique, ou très peu sont couverts par la métallurgie. Et puis les appels d'offres d'EDF, c'est toujours le moins-disant financier, donc évidemment le moins-disant social. Donc, on perd tout au long des années 90 cette compétence industrielle, mais il y avait quand même une direction interne d'EDF qui s'appelait la direction de l'équipement. C'était les gens qui avaient construit à la fois les grands ouvrages hydroélectriques et les centrales nucléaires. Et en 98, quand François Roussely arrive à la présidence d'EDF, il constate qu'il n'y a plus de grands chantiers, et donc la direction de l'équipement n'est plus utile. Donc il casse cette direction, et donc toute la connaissance de l'ingénierie intime de ces grands chantiers est totalement perdue. Et c'est ça qui amène aujourd'hui EDF à être dans cette impasse de ne pas savoir construire une centrale nucléaire. Et cet apprentissage-là, il va falloir beaucoup de temps et c'est quasiment impossible à reconstituer. Mais pourtant, on nous explique que, en tout cas, des ingénieurs français d'EDF sont en Chine pour apprendre aux Chinois à construire des centrales nucléaires, etc. C'est pipeau, ça ou c'est... Ça, c'était vrai dans les années 80, mais aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de nous pour construire des centrales nucléaires. Il y a 47 réacteurs en exploitation en Chine, il y en a une dizaine en construction. EDF participe à quelques projets avec le principal électricien chinois. Non, ils ont plus rien à apprendre de nous. Mais tu sais, ici, on a reçu Caroline Michel qui a écrit un livre qui s'appelle L'un syndicaliste sur l'histoire de Maureen Kearney, cette syndicaliste qui a essayé de dénoncer le transfert de technologie, enfin, je résume, de la France vers la Chine. Est-ce que ça veut dire... Quelle est la part d'espionnage industriel? Quelle est la part de corruption ou de compromission dans ce transfert de technologie? Alors, là aussi, pour comprendre les enjeux, il faut se replacer un peu dans le passé. D'abord, il faut savoir que la Chine fait à la France que la France a fait aux États-Unis. Parce que quand on parle par exemple d'excellence de la filière française, il n'y a pas d'excellence. EDF, pour construire ses centrales nucléaires, a acheté un brevet aux États-Unis, a acheté les plans d'une centrale nucléaire américaine qui appartenait, enfin le brevet appartenait à Westinghouse, et l'a francisé. Donc on a payé d'abord des royalties à Westinghouse et on a copié ce qu'ont fait les Américains. Les Chinois ont fait exactement la même chose. C'était quand? C'était à la fin des années 70 Nous, en France, c'est dans les années 70. Donc en 83, si ma mémoire est bonne, EDF et la Chine signent un accord pour construire la première centrale nucléaire d'Ayabé. Et on commence à transférer, évidemment, les compétences de la même façon que les Américains nous ont transféré les compétences. Donc il n'y a pas d'espionnage. Il n'y a pas d'espionnage économique, il n'y a pas de violation de copyright. Il n'y a rien de tout ça. Après, il y a eu le problème avec la Chine, c'est que dans les années 2000, Areva a commis des faits de corruption en Chine. Ça, personne n'en parle, mais c'est le cœur du sujet. Sous la présidence d'Anne Lauvergeon? Du temps de la présidence d'Anne Lauvergeon, donc à la fin des années 2000, tous les dirigeants du complexe nucléaire chinois ont été arrêtés et condamnés, pour certains, à la prison à vie, pour des faits de corruption. Et la presse chinoise a écrit que c'était Areva qui les avait commis, ces faits de corruption. Donc, en fait, ce qui s'est ensuite passé avec le transfert de technologie sous l'ère Proglio, excuse-moi, mais c'est le cœur. En fait, c'était la contrepartie réclamée par les Chinois pour nous faire payer la corruption
qu'on avait organisé. C'est tout. Parce que là, je pense que les gens ne comprennent pas bien le rapport entre Areva et EDF. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une guerre entre Anne Lauvergeon et Henri Proglio pour la mainmise sur le nucléaire, je schématise. C'est oui, pas c'est ça. vrai. Mais en même temps, il y avait une guerre et en même temps, les deux sont liés. Enfin, les deux ont toujours été liés parce que qui exploite les centrales nucléaires, c'est EDF. Qui a les brevets et qui développe la technologie, c'est Areva. Donc l'un sans l'autre, je veux dire, ça ne peut pas marcher. Donc les deux sont liés. En même temps, il y avait cette guerre d'ego et puis bon. On peut imaginer que c'était qu'une guerre d'ego. C'est pas seulement une guerre d'ego, mais le reste, on ne peut pas l'écrire sans tomber sous le coup de la diffamation. Donc on ne va pas le dire non plus. On peut dire que ces gros contrats avec l'étranger, induisent des commissions, des rétrocommissions. Ces marchés internationaux ne fonctionnent que comme ça. On peut dire ça sans être. On peut dire que le marché nucléaire, en tout cas, puisque moi, en tout cas, dans le film que j'ai fait ensuite avec Hugues et Bernard Nicolas, on a un témoin qui nous dit. Le film qui est super. Et d'ailleurs, on va en passer des extraits pendant l'émission. Thierry Gadot est journaliste. Il travaille sur l'industrie nucléaire depuis plus de 10 ans. Pour notre enquête, il a étudié des documents confidentiels, rencontré des dizaines de témoins, qu'ils soient opposants ou partisans de l'atome. L'énergie nucléaire en France, c'est 40 ans de succès puis d'échecs cuisants et aujourd'hui une impasse financière, technologique et commerciale. Au point que certains se posent la question, le nucléaire a-t-il encore un avenir ? Christian Stophaes, qui est donc un ancien dirigeant d'EDF, dit bien que le marché du nucléaire, le marché international du nucléaire, c'est un marché de corruption. Donc les choses sont claires. Donc évidemment que la bataille qui a eu lieu entre Areva, alors c'est pas Proglio en tant que tel, c'est le système Sarkozy, parce que Proglio n'est jamais qu'un membre du système Sarkozy, était bien une bataille à propos de ces questions-là, oui. Non, on est d'accord. Et alors, les Chinois développent une industrie, développent un nucléaire autour des centrales à sel fondu du thorium, qui sont beaucoup moins dangereuses. Pourquoi est-ce que tu sais où ça en est en Chine et pourquoi en France on donne plus de crédit à cette filière-là qui, me semble-t-il, et je ne suis pas le seul à le penser, en Norvège ou au Japon. J'ai produit un film sur ce sujet. Je l'ai vu, oui. Il fut un temps où le mot énergie avait de quoi faire peur. Accident nucléaire, contamination, liquidateur, corium. Des régions entières évacuées, plongées dans le noir, suffocant sous l'effet de serre. Où en sommes-nous, à la veille du 22e siècle? Comment rendons-nous le monde meilleur? Depuis 2085, nous sommes le premier producteur d'énergie au monde, l'énergie du thorium. mais je voudrais savoir où ça en est, quelle information. Mais qui est excellent aussi le film. C'est là qu'on s'envoie. Oui. Non mais c'est Myriam Tonelotto qui l'a fait. Oui. En fait, pendant des années, donc, on était sur ces gros réacteurs de puissance pour produire de l'électricité. Donc, nous, principalement, des réacteurs à eau pressurisée. Les Américains avaient aussi une deuxième technologie, qui est les réacteurs à eau bouillante. C'est Fukushima, celui qui a explosé. Enfin, les trois qui ont explosé. Le problème, c'est le nucléaire, c'est une industrie militaire, donc on aime bien tout ce qui est gros, tout ce qui est puissant, tout ce qui montre la puissance et l'honneur d'un État. Les réacteurs à sel fondu, thorium ou autres, et qu'on classe maintenant dans les SMR, donc les réacteurs de petite taille, en fait, c'est un nouveau créneau qui est en train de se développer. Alors la Chine est en pointe effectivement dans ces recherches-là. Bill Gates et Warren Buffett investissent là-dedans. Alors, voilà, il y a beaucoup d'annonces. Il n'y a pas grand-chose qui sort de terre jusqu'à présent. Donc, on a régulièrement des industriels privés ou étatiques comme la Chine qui annoncent la mise au point d'un démonstrateur ou un futur chantier pour créer une espèce de un prototype ou une tête de série. Jusqu'à présent, il n'y a aucune étude économique qui valide ce concept.
D'autre part, il n'y a rien qui fonctionne réellement. Donc on ne sait pas exactement quelle est la... Parce qu'ils ne peuvent pas construire ces centrales à sel fondu. C'est pas du tout le même modèle que le modèle des centrales nucléaires classiques, on va dire. Mais ce qui me trouble, c'est qu'il y avait à Grenoble un laboratoire, enfin des chercheurs très en pointe, peut-être les plus en pointe au monde sur cette nouvelle technologie, et que leur budget a été... Il n'y a plus de recherche en ce moment véritable là-dessus, en France. Alors, parce que la France joue complètement la carte de l'EPR et du gigantisme, on risque parce que ce qui fait peur, ça peut être un scénario catastrophe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'y arrive pas avec ces fameux EPR, la France est plus énergiquement, elle est plus autonome. Oui, alors c'est deux questions, en fait, deux questions séparées, parce que pour les SMR, donc ces réacteurs de petite taille, on imagine plutôt les utiliser comme des producteurs de chaleur, pour des réseaux de chaleur urbains, plutôt que comme des producteurs d'électricité. Donc, a priori, à de rares exceptions près, pour électrifier des zones industrielles perdues au nord de la Sibérie, comme les Russes veulent le faire, on aura peut-être besoin de petits réacteurs. Mais sinon, dans la plupart des cas, ou en tout cas des études qui sortent aujourd'hui, on voit bien que l'utilisation principale de ces SMR, ça sera d'être utilisé comme producteur de chaleur pour des réseaux urbains. Nous, en France, on a de toute façon un problème majeur devant nous. On est incapable, financièrement et techniquement, de construire d'autres PR. On a un problème, c'est que le parc nucléaire en exploitation arrive en fin de vie, que le prolonger, c'est prendre des risques de sûreté gigantesques. Et si on ne les prolonge pas, comme on n'a rien construit d'autre, on va avoir un gros problème de sécurité d'approvisionnement électrique en France. Donc, au cours des 15 ou 20 prochaines années, si le gouvernement s'entête à vouloir réaliser l'impossible, c'est-à-dire construire de nouveaux EPR, on a les deux risques qui vont se conjuguer, à savoir à la fois un risque d'accident nucléaire grave en France et un risque de coupure généralisée ou quasi généralisée en France, oui. Parce que là, on est obligé, enfin, c'est pas obligé, il faut absolument qu'on parle de l'énergie alternative, de l'éolien, du soleil, de l'eau, enfin, etc. Quelle est la part aujourd'hui de cette énergie dans la fabrication d'électricité? Est-ce qu'elle peut aller en augmentant? Est-ce que, puisque dans les discours publics des écologistes, on dit c'est l'avenir. En Allemagne, il y a un gros investissement là-dessus. Quel est ton regard sur ces énergies nouvelles? Les énergies renouvelables, c'est l'équivalent de l'effet Internet et du numérique. On bascule dans un nouveau monde. Et qui correspond d'ailleurs bien au monde du numérique et du 2.0 ou du 3.0, à savoir que ce sont des énergies qui sont décentralisables, déconcentrables et qui fonctionnent en circuit court, du producteur au consommateur sans passer par d'intermédiaires ou par des grosses infrastructures de réseau, même s'il faut de toute façon toujours un réseau national pour équilibrer l'offre et la demande. Donc, c'est l'avenir. D'ailleurs, ce n'est pas l'avenir, c'est déjà le présent, cette évolution-là. Mais la part est quand même minime. La part en France est minime. Alors, on a de la chance parce qu'on a un socle hydraulique. C'est autour de 20-22% actuellement, la part de la production d'énergie renouvelable dans la consommation électrique. 75% nucléaire et puis il reste quelques centrales à charbon, essentiellement. Qui sont en train de fermer, qui doivent toutes fermer d'ici 2022 ou 2023. En Allemagne, on les réouvre. Alors, en Allemagne, c'est plus compliqué. En Allemagne, ils ont le problème vis-à-vis du charbon. Ils ont le même problème que nous vis-à-vis de l'atome. C'est-à-dire que, quelque part, l'honneur national allemand, et notamment pour les Länder de l'Est, pour les régions de l'Est, c'est le charbon. Ça a fait l'industrie allemande de la même façon que le nucléaire, quelque part, a fait l'industrie française. Donc, ils ont autant de mal à sortir du charbon que nous avons à sortir du nucléaire. Et donc, alors, ils ont pris quand même un plan qui annonce une fermeture progressive d'ici 2038. Pollue incroyablement. C'est responsable du réchauffement climatique. Tout à fait, c'est un énorme émetteur de gaz à effet de serre.
Et donc on sait qu'il faut absolument sortir et le plus vite possible du charbon, du gaz et du pétrole. Mais voilà, l'Allemagne a géré ce problème, cette contradiction, c'est qu'ils ont pris des décisions courageuses sur le nucléaire. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas pris les mêmes décisions courageuses sur le charbon. En même temps, si on en est sur l'Allemagne, j'ai une petite question à te poser, parce que comment s'appelle le groupe suédois Waterford, celui qui construit des centrales nucléaires en Allemagne. C'est un groupe suédois, un grand groupe suédois. Après Fukushima, les Allemands ont décidé d'arrêter de construire des centrales nucléaires, et ce groupe suédois leur fait un procès avec un arbitrage. Est-ce que tu es au courant de ça ou pas ? Parce qu'ils leur réclament 4,8 milliards et les Allemands sont quasiment obligés de payer. C'est pas étonnant que des exploitants privés de centrales nucléaires ou de centrales à charbon, quand on leur dit qu'il faut fermer alors qu'ils peuvent encore continuer à exploiter, essayent de racketter les États pour avoir de l'argent supplémentaire. EDF a aussi obtenu des indemnités ahurissantes pour la fermeture de Fessenheim. Est-ce qu'en France, là tu dis on est à 22%, est-ce que toi tu penses que à terme, à long terme, on peut arriver à 100% d'énergie renouvelable? Oui, on peut le faire. Mais il y a des conditions pour cela. La première des conditions, c'est de mettre en place un grand plan d'efficacité, d'efficience énergétique. Et donc, ça passe d'abord par la rénovation des bâtiments, que ce soit les logements ou le bureau ou le tertiaire. Ça, c'est le premier gisement d'économie est là. Et puis, ensuite, c'est véritablement permettre l'autoconsommation individuelle et collective, à la fois sur le photovoltaïque, mais aussi sur l'éolien. Et c'est autoriser le développement de ces réseaux intelligents, ce qu'on appelle les smart grids, qui vont d'ailleurs en partie pouvoir faire du stockage, notamment avec les batteries des voitures électriques. Donc, c'est mettre en place le plus rapidement possible toutes ces solutions, c'est multiplier les appels d'offres pour développer l'éolien offshore, qui est aujourd'hui moins cher. Quand on regarde le prix auquel a gagné EDF, a gagné l'appel d'offres de Dunkerque, du parc éolien au large de Dunkerque, ils l'ont gagné à un tarif inférieur à 50 € le mégawattheure, alors que l'EPR nouvelle génération tel qu'il le présente va produire l'électricité à un coût de 70 € le mégawattheure. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, aujourd'hui, il y a des municipalités qui installent des solutions solaires, photovoltaïques, plus stockage, à moins de 20 $ le mégawattheure. Donc les prix sont en train de s'effondrer, y compris pour le stockage. Donc on voit bien que les solutions existent, c'est juste une question de volonté politique. Et là, on commençait à faire un tour, donc c'est un peu, on va dire en France, il y a si je t'écoute, une sorte d'aveuglement, quoi, puisqu'on est dans des rythmes. Il y a une histoire nucléaire qui fait qu'on est poussé par le passé pour ne pas regarder vers l'avenir. J'essaie de résumer cette chose-là. En Allemagne, tu dis, et c'est assez intéressant, ils ont le même problème que nous avec les centrales à charbon. En même temps, si une centrale à charbon pète, c'est moins grave qu'une centrale nucléaire. Donc, il vaut mieux aller vivre en Allemagne qu'en France, de ce point de vue. Mais je voudrais, si on fait un petit tour d'horizon, l'Angleterre, par exemple, ils sont complètement à poil niveau énergétique. Ils ont besoin de cette EPR. Ils ne sont pas du tout autonomes. Alors, ce qu'on voit moins en Grande-Bretagne, c'est que, heureusement, le pays en fait, a développé très rapidement les énergies renouvelables, notamment les parcs éoliens offshore. On sait que l'Écosse a aujourd'hui, en énergie renouvelable en puissance installée, le double de ce qui lui est nécessaire et donc peut largement fournir le reste de l'île en électricité. Oui. C'est les progrès qui ont été faits en quelques années par la Grande-Bretagne, pas seulement l'Angleterre, sont incroyables. Et donc Londres, alors toujours la même chose, Londres est un pays nucléarisé, enfin l'Angleterre est un pays nucléarisé, donc ils continuent à ne jurer officiellement que par le nucléaire, et donc c'est la raison pour laquelle ils ont autorisé la construction des deux EPR de Taishan, d'Hinkley Point. Mais simplement, il n'y a plus d'argent dans le système. Le Brexit pose d'énormes problèmes parce que remet en cause tous les accords nucléaires avec la Grande-Bretagne. Et donc, très probablement, du fait d'abord du développement extrêmement rapide des renouvelables, de la chute dramatique des coûts des renouvelables, alors que le nouveau nucléaire est de plus en plus cher, le choix va être rapidement fait d'abandonner le nucléaire, de ne pas donner suite. L'EPR.
malgré tout? Alors, ils n'abandonneront pas l'EPR parce que c'est EDF qui le construit et qui a pris tous les coups avec son partenaire chinois, mais ils ne construiront pas d'autres centrales nucléaires. On peut en être quasiment sûr. Et comment ça se passe ailleurs en Europe, l'Italie, l'Espagne? Est-ce qu'il y a des cas particuliers ou est-ce qu'il y a des cas plus dramatiques que d'autres? Alors, l'Espagne a beaucoup hésité sur une sortie ou pas du nucléaire. Ils ont une centrale nucléaire. Mais en même temps, il y a eu un effet d'aubaine sur le financement, le subventionnement des énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque. Et après, à une période de pause due à leur crise, ils sont en train de relancer les investissements dans ce secteur. Donc, l'Espagne est plutôt, comme le Portugal aussi d'ailleurs, sont plutôt des pays à suivre, des exemples à suivre. L'Italie, c'est très complexe. Comme toujours en Italie. Comme toujours en Italie, où les décisions ne sont pas véritablement prises ou affichées. Donc, l'indécision italienne peut être un élément de fragilité en Europe. Si on prend ensuite le nord de l'Europe, alors il y a des pays qui veulent conserver le nucléaire, mais se posent les mêmes questions de financement et de coûts de production du nouveau nucléaire. Sinon, ils sont très en avance, comme l'Allemagne, sur le développement des énergies renouvelables. En fait, il y a deux pays qui s'accrochent plus ou moins au nucléaire, c'est la France et la Belgique. La Belgique a annoncé une sortie en 2025, mais en même temps, comme ils n'ont rien construit d'autre, ils se disent qu'ils vont réouvrir du charbon, ou plutôt du gaz, donc ce qui n'est pas très bon non plus pour le climat. Et donc, on sent bien aujourd'hui qu'il y a des pressions internes en Belgique pour essayer de prolonger au-delà de 2025 les centrales nucléaires qui sont dans un état aussi effroyable que les nôtres. Donc, si ça pète en Belgique, on morfle aussi. Hein. Oui, la frontière ne va pas nous protéger. On ne sait jamais, il y aura un anticyclone qui pourrait nous sauver. Et justement, en parlant de ça, la Russie, La Russie reste un pays nucléarisé. Le Japon aussi. Ouais, le Japon c'est plus compliqué parce que ils n'ont pas remis mais ils n'ont pas remis en route toutes les centrales nucléaires qui ont été arrêtées après Fukushima. À Fukushima d'ailleurs, ils ont décidé de tout arrêter, les 2 centrales nucléaires, et de passer et d'investir sur les renouvelables. Donc eux aussi, ils ont un processus très long à faire parce qu'il n'y avait que le nucléaire. Donc quand ils ont arrêté le nucléaire, ils ont remis en route des moyens extrêmement polluants, charbon, gaz. Et aujourd'hui, a priori, encore une fois, le gouvernement en place est plutôt pro-nucléaire et veut protéger le nucléaire. Dans la réalité, il apparaît que ce sont les investissements dans les renouvelables qui vont être privilégiés. En France, quels sont les hommes qui décident de la politique énergétique du pays? Les hommes politiques ou les hauts fonctionnaires? Combien sont-ils? Est-ce que tu as des informations sur ce petit cénacle? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a une réflexion? C'est très simple. C'est l'Élysée, comme de tout temps, qui décide de la politique énergétique de la France. Il y a un monsieur énergie chez Macron? Pas besoin, c'est lui. C'est lui. Mais il n'y connaît rien. Bien sûr qu'il connaît tout ce qu'il faut connaître en la matière, à savoir qu'il est pro-nucléaire par éducation. Il faut toujours se souvenir que les grandes écoles françaises sont pro-nucléaires. Sciences Po, l'ENA, donc le parcours que lui a suivi, ou Polytechnique, sont des écoles pro-nucléaires où on apprend à la base que le nucléaire, c'est bon pour le pays, c'est l'honneur, la grandeur de la France. Donc il est naturellement pro-nucléaire. Par ailleurs, il a travaillé comme banquier d'affaires dans une banque qui s'appelle Rothschild. Alors le problème, c'est pas qu'il ait travaillé chez Rothschild. Le problème, c'est que Rothschild est la banque historique du nucléaire et que son patron, François Henrot, était l'un des parrains du complexe nucléaire français. Donc il ne peut pas sortir. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il n'a rien fait depuis qu'il est au pouvoir pour sortir véritablement et prendre les décisions qui permettraient à la France de sortir du nucléaire. Au contraire, il veut continuer. Et donc, c'est lui qui décide en discussion avec, évidemment, le patron d'EDF, ou plutôt aujourd'hui, le patron du parc nucléaire d'EDF. Toi, pour faire tes bouquins, là, je sais que tu travailles encore sur ce sujet, tu prépares un livre. Non, une grosse enquête pour
pour le magazine Capital. Donc tu as des informations et tu as des informateurs de l'intérieur d'EDF et du système. Est-ce que ces types ressentent plus le danger et qu'il y a une sorte d'affolement où ils veulent communiquer? Enfin, il y a des lanceurs d'alerte qui ne peuvent pas apparaître comme tels, mais qui te disent on a des raisons de s'inquiéter, quoi. Alors, clairement, il est évident que, par exemple, sur le chantier de Flamanville, il y a eu de nombreux et de plus en plus de lanceurs d'alerte, alors pas vers moi directement, mais vers des associations antinucléaires, où les salariés, quand ils constataient des problèmes qui n'étaient pas résolus, avertissaient les associations pour que l'information sorte et que les autorités, notamment l'ASN, soient au courant des problèmes et puissent s'en saisir et déclencher des inspections sur le chantier. Donc il y a une prise de conscience, alors pas de tout le monde évidemment, mais une prise de conscience grandissante au sein du complexe nucléaire. Ils commencent à comprendre qu'ils sont arrivés à la fin d'une histoire. Au-delà d'une facture multipliée par 3 à Flamanville, l'EPR est un échec commercial. Un EPR est en construction en Finlande depuis près de 15 ans. En Chine, l'autorisation vient d'être accordée pour la mise en route d'un des 2 EPR de Taishan. Et puis, il y a le projet Hinkley Point, un feuilleton interminable qui commence en 2009 par l'acquisition par EDF de l'opération britannique British Energy. Près de 15 milliards d'euros pour une compagnie qui en valait 4 fois moins. Christian Sofaes, qui a longtemps animé la stratégie internationale d'EDF, est lui-même très critique. Le nucléaire n'est peut-être pas fait pour être une industrie multinationale, peut-être. Parce que c'est tellement impliqué dans des décisions publiques, il y a de tels enjeux, notamment écologiques, que ce n'est pas un secteur comme un autre. Donc la conclusion, c'est qu'il ne faut peut-être pas aller à l'international, que ça doit rester national. C'était le raisonnement de la CGT, d'ailleurs, au début des années 90, quand ils se sont opposés aux investissements en Argentine et au Brésil. Ils ont encore du mal, ça peut encore durer. D'ailleurs, on voit bien qu'ils font de la résistance, mais ils sont rattrapés par l'économie. Pour reprendre la phrase de Clinton à propos des élections américaines, tout n'est qu'une question d'économie, stupide. Et eux sont particulièrement stupides. Ouais. Donc ils ne veulent pas voir ça, mais ils sont rattrapés par ça. Comment financer? Quand tu dis eux, c'est combien d'hommes? C'est les principaux dirigeants d'EDF. C'est un état-major de quoi? De 10 personnes? 5, oui, c'est 15, ça. C'est la direction du parc nucléaire, donc, qui est aujourd'hui dirigée par Cédric Lewandowski. C'est la direction générale d'EDF. Je ne pense pas que Jean-Bernard Lévy soit aussi jusqu'au boutiste que c'est ça qui est amusant. C'est le PDG, lui. Oui, le PDG. C'est donc l'Élysée, puisque l'Élysée est globalement, et tous les services de l'État qui sont globalement pro-nucléaire, et qui ne pensent pas que sortir du nucléaire, d'abord, serait bon pour la France, d'une part, et d'autre part, que ça soit possible. Ils veulent continuer à tout prix. Donc ils ne sont pas encore rattrapés, enfin ils continuent d'être dans le déni de réalité, mais encore une fois, EDF a 60 milliards de dettes, c'est juste une montagne, c'est juste énorme. Et rien que pour les 6 EPR qu'ils envisagent de construire à partir dans une dizaine d'années, ça va coûter 46 milliards. Où vont-ils trouver cet argent? Surtout avec une électricité qu'ils vont produire donc à 70 € le mégawattheure, alors que les prix de marché sont inférieurs à 50 et que les coûts des énergies renouvelables et du stockage ne cessent de baisser. L'équation économique est insoluble. Mais ils refusent de le dire, ils refusent de le reconnaître. Et donc ils continuent à faire en sorte qu'on prenne les vessies pour des lanternes. Mais bon, ça se voit maintenant. C'est méga flippant, là, ce que tu racontes. Et on a l'impression d'un canard sans tête, quoi, qui continue à avancer. Oui, ils sont déjà morts et le cadavre continue à bouger, malheureusement. C'est un peu ça te fait marrer, ça. Oui, enfin, je sais, pour avoir écrit des livres et avoir enquêté, je sais que la situation est quand même très dangereuse. Mais parfois, il vaut mieux en rire, quoi, avoir un humour un peu noir. Et parce que toi, ce qu'il faut dire, c'est que depuis ces livres et ce film, tu passes beaucoup de temps à faire des conférences. Tu m'as dit que tu allais en janvier, tu vas où? Je suis du côté de Cruas, faire Généralement, c'est les associations qui t'invitent. Tout à fait. Et on peut dire que tu as forgé un militantisme antinucléaire, où je sais que tu es journaliste, mais à force de traiter de ces sujets, tu es devenu une figure, en tout cas, de la lutte antinucléaire.
Alors, peut-être malgré moi, mais je vais te répondre ce que j'ai répondu quand je suis passé devant la commission d'enquête sur la sûreté nucléaire à l'Assemblée nationale, à savoir qu'avant de commencer à enquêter sur ce secteur, j'étais certainement comme tous les Français, c'est-à-dire vaguement pro-nucléaire, en pensant que c'était pas génial, mais enfin que c'était mieux que rien et qu'au moins on n'émettait pas ou pas beaucoup de gaz à effet de serre. Et puis, quand je me suis mis à enquêter sur l'industrie nucléaire, et effectivement, que j'ai découvert tous ces travers, on ne peut pas dire que je sois resté un grand ami du nucléaire. Maintenant, est-ce que je me définirais comme anti-nucléaire? Je ne crois pas, parce qu'on a besoin du nucléaire dans un tas de secteurs, à commencer par la santé. Mais des centrales plus petites, moins dangereuses, on n'a pas forcément besoin d'uranium. Si? Ça sera difficile de s'en passer. Mais moi, je ne suis pas contre la recherche, de développer de nouvelles sources d'énergie, mais il y a des problèmes de sûreté et de gestion des déchets qui sont immenses. Essayons de résoudre ces problèmes-là avant de décider d'investir à nouveau dans le nucléaire. Mais je n'ai rien contre la recherche dans le nucléaire. Encore une fois, on a besoin de réacteurs nucléaires pour produire un certain nombre d'isotopes, ne serait-ce que pour la santé, et c'est crucial. Aujourd'hui, la santé moderne ne serait rien sans sa partie nucléaire. Dans un certain nombre d'industries aussi, on utilise des sources radioactives pour un certain nombre de chantiers. Donc, mais prenons toutes les précautions, mettons pas la charrue avant les bœufs. Essayons de résoudre d'abord les problèmes, et ensuite on pourra en discuter sérieusement. Est-ce que tu fermerais Bure, toi? Bure est une atrocité qui ne sera jamais construite, parce que le coût réel va bien au-delà de ce qui est affiché aujourd'hui. C'est infaisable. C'est pas ce qui se dit sur place. Les militants continuent à se battre, heureusement d'ailleurs. Pour avoir eu des indiscrétions d'anciens dirigeants de l'ANDRA, donc l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs qui est en charge de la construction de CIGEO, donc de ce site d'enfouissement à 500 mètres sous terre pour planquer toutes nos saloperies les plus radioactives. Donc pour avoir eu des indiscrétions, moi, le coût qu'on m'a annoncé, c'était au moins 80 milliards d'euros. Et certainement 100 milliards. On est encore dans le délire, quoi. On est encore dans le délire, et ça, ce n'est que pour gérer la partie de déchets radioactifs très dangereux produits par le parc en exploitation. C'est-à-dire que si on continue le nucléaire, il en faudra un autre. Où va-t-on trouver tout cet argent? Mais c'est juste là, moi je suis journaliste économique à la base, et quand on n'a pas plus d'argent, on n'a plus d'argent, donc il faut arrêter les conneries. Non, mais les mecs fonctionnent comme si l'argent, ils allaient en trouver sur Mars ou sur Jupiter. Oui, peut-être. En tout cas, Thierry, écoute, si le 5 décembre, ce qui serait quand même étonnant, le soulèvement renvoie ce gouvernement où il devrait aller, d'ailleurs, très très loin sur Mars, et si un nouveau pouvoir s'installe, je proposerai ton nom pour être PDG d'EDF. Ça te va? Non, je ne suis pas sûr de sortir vivant des bureaux. C'est super bien payé comme job. Oui, c'est bien payé. Enfin, c'est payé au tarif d'un patron d'entreprise publique, donc c'est capé à 475 000 euros par an, je crois, quelque chose comme 450 000. C'est un peu plus que ce que tu gagnes en ce C'est un moment. peu plus que ce que je gagne. Mais je te dis, je ne suis pas sûr de survivre à ma première journée. Quand il y a eu le changement de PDG, il se trouve que je connais bien le nouveau directeur de la communication de Jean-Bernard Lévy. Et la première fois où je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, donc on a convenu de prendre un petit déjeuner, il m'a dit, mais surtout, tu ne viens pas ici, je ne suis pas sûr de pouvoir te laisser sortir vivant. Donc voilà, c'est à peu près l'attitude des gens d'EDF vis-à-vis de moi. Donc je préfère, non, je prendrai un autre poste. Mais écoute, j'espère qu'ils vont regarder l'émission. En tout cas, tu fais un métier dangereux, mais très utile. Et merci beaucoup d'être là. Je vous invite à lire... Qu'est-ce que tu as connu? Ouais. Areva mon amour, EDF bombe à retardement, nucléaire danger immédiat, et surtout regardez le film. Il est téléchargeable sur Internet, le film, ou Il est toujours à disposition sur le site de Public Sénat, donc ça s'appelle Nucléaire, la fin d'un mythe. D'accord. Merci beaucoup Thierry. Merci Denis. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus pour faire monter la vidéo. Et pour faire un don, vous pouvez cliquer sur Soutenez juste après sur l'écran de fin.